me représente rapidement, même si vous me connaissez toutes les deux, dirigeant d'Ivago. Notre métier aujourd'hui, nous, c'est d'aider nos clients à vendre. Et en fait, on est une ESN du commercial et du marketing. C'est-à-dire qu'on va apporter des compétences et des outils à nos clients pour les aider à chercher soit leurs premiers clients, soit les rendre scalables. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui notre valeur ajoutée. Alors forcément, quand on va chercher les premiers clients, comme on parlait, les coûts d'acquisition sont plus importants. Et dans la scalabilité, c'est de les réduire au minimum pour avoir justement une courbe de croissance qui s'approche en tout cas de l'exponentielle. Alors aujourd'hui, il y a 3 moyens, pas plus, pour développer sa société. Soit on augmente le nombre de clients, soit on augmente le chiffre d'affaires par client, ou soit on les fidélise. Et par exemple, Justine, vous êtes exactement là-dedans. Là, vous êtes dans la première phase, c'est d'augmenter le nombre de clients en phase de POC, mais en même temps dans la deuxième, puisque ça va être de passer d'un POC gratuit à un POC payant, donc d'augmenter le chiffre d'affaires par client et qu'il soit rentable, et d'être dans la troisième phase assez rapidement, c'est de faire passer en tout cas ce POC payant en abonnement pérenne par la suite. Et dès le POC, en tout cas que vous démarrez, il va falloir absolument que vous prépariez dès le début cette notion de contractualisation et de fidélisation par la suite. Ça, c'est vraiment essentiel parce que le risque, c'est que sinon, vous fassiez des POC payants et qu'il n'y ait pas de suite, ou alors il y a un délai de latence trop important et vos prospects ou clients passent à autre chose. Donc, il faut déjà avoir cette vue-là. Alors, aujourd'hui, donc, avant de créer son plan d'action, il y a quand même 3 prérequis à avoir. La vision, ça j'insiste toujours dessus, mais c'est super important, c'est avoir défini ses valeurs, le but fondamental de son entreprise et ses objectifs à 20 ans. Ça peut paraître très lointain, mais qu'est-ce qu'on veut faire de son entreprise? Parce que toutes les tactiques, toute la stratégie, les montants qu'on va investir vont être radicalement différents si on veut rester une PME à 5, 10, 15, 100 collaborateurs, et il n'y a pas de mauvaise vision, ou si on veut être une start-up au sens littéral du terme, en tout cas avec un marché mondial et une structure énorme. Quitte à être déficitaire pendant des années, hein, mais ce n'est pas du tout le même plan d'action que vous allez mettre en place et la même tactique, ni la même stratégie. Donc il faut déjà que cette vision-là soit claire. Si ça, c'est pas fait, forcément, tout le reste sera faussé par la suite et vous allez tâtonner sur le reste. Donc la stratégie, c'est justement de déterminer ses objectifs à 5 ans et les moyens à mettre en place. Et c'est là où souvent il y a une confusion entre la vision et la stratégie. Et c'est bien 2 choses qui sont séparées et qui sont vraiment super importantes. Et enfin, la tactique, c'est la manière de réaliser ces objectifs année par année, mois par mois, même semaine par semaine, voire jour par jour dans certaines entreprises, je l'ai déjà vu. Donc c'est vraiment là, le plan d'action, c'est la tactique. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de ce point-là, comment on organise la tactique, comment on le contrôle et comment on assemble les différents moyens qu'on a à notre disposition. Alors, déjà, pour mettre en place son plan d'action commercial, il y a 5 points clés qu'il faut avoir en tête. Déjà, c'est quelles sont les offres qu'on va commercialiser. Bon, quand on est dans le cadre d'un POC, c'est assez simple, mais demain, vous pouvez très bien avoir plusieurs offres. Là, j'ai pas mal de startups en ce moment qui ont eu du mal à trouver leur marché et du coup, qui se redirigent vers un système d'ESN pour aller chercher d'argent frais. Pourquoi pas Et ça crée du coup différentes offres. On peut avoir aussi différentes offres en fonction de différents segments de marché. C'est ce qu'on avait vu dans le programme sur lequel on a déjà collaboré. Les objectifs, c'est essentiel. Et là aussi, trop souvent, ce que j'entends, c'est on va bien voir ce que ça donne et on se fixera des objectifs après nos premières réussites ou nos premiers échecs. Et ça, c'est pas forcément la bonne manière de voir. Il mieux vaut se fixer des objectifs, en tout cas ambitieux mais réalistes. On va en reparler, parce que c'est ça qui va rythmer, en tout cas, votre phase de travail et d'acquisition client. Donc, se fixer des objectifs, c'est hyper important parce que c'est pas que pour l'équipe, c'est aussi pour vous. Et c'est un moyen de s'auto-manager. Si on n'a pas d'objectif, on est incapable de pouvoir les réaliser et c'est là où le démarrage peut être beaucoup plus lent. Bien sûr, les moyens financiers, humains, on va faire le tour, ça reste indispensable parce que si on ne connaît pas les moyens dont on dispose, c'est là où on ne va pas savoir combien on va pouvoir dépenser dans les canaux et à côté de ça, est-ce que nos objectifs sont vraiment réalistes en fonction des moyens dont on dispose. Les canaux qu'on peut utiliser en fonction de nos segments de marché, parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes canaux qu'on va aller si on va approcher un grand groupe comme Thales ou si on va approcher des commerçants et des restaurateurs. Donc déjà, savoir quels sont les canaux qu'on peut utiliser en fonction de nos cibles, c'est essentiel.
Et après, il va falloir faire du test and learn pour savoir exactement où est-ce qu'il faut mettre le paquet. Et enfin, ces cibles, c'est ce que je dis, définir toutes ces cibles, et ce travail de segmentation est vraiment essentiel pour prendre la bonne direction. Donc déjà, Thales, c'en est un, mais si demain vous allez voir Tesla, Parrot, c'est des segments de marché différents. Certes, ça reste des grands groupes, mais parfois internationaux, avec des structures différentes, avec des modes managériels différents et avec des modes projets différents. Donc, on ne va pas les approcher de la même manière, et les portes d'entrée ne seront pas les mêmes, et les discours même ne seront pas les mêmes. Une entreprise qui est en croissance, par exemple, en forte croissance, n'aura pas forcément une vision de réduction des coûts, mais plutôt d'optimisation de son travail de fonctionnement. Une entreprise qui stagne un peu ou qui va avoir des difficultés sectorielles, typiquement l'aéronautique, elle va chercher en fait à réduire ses coûts à tout prix. Et là, la réduction des coûts a tout son sens. Donc les arguments ne seront pas les mêmes en fonction des offres. Et c'est là où vous allez créer non pas un plan d'action, mais en fait une succession d'actions qui vont s'incorporer dans un plan d'action beaucoup plus global. Et donc ça, c'est important, c'est qu'au final, c'est un document de référence que vous allez faire évoluer dans le temps. Pour revenir sur le point précédent, la vision ne changera jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est fixée, d'ailleurs, vous n'avez pas à la justifier, elle ne changera pas. Et qu'importe les événements de la vie d'entreprise, cette vision-là doit rester. Si demain vous êtes racheté, les personnes qui vont acheter votre entreprise achètent la vision aussi. La stratégie, elle peut être revue en fonction des contextes externes ou internes. Et on voit bien aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de revoir leur stratégie du fait de la situation du Covid. Et même d'ailleurs, c'est une autre discussion, c'est pas le seul jour, mais c'est impossible de faire de la stratégie aujourd'hui, puisqu'une stratégie, on est forcément sur du 3 à 5 ans. Or, aujourd'hui, on est incapable de prévoir quoi que ce soit à 3 mois. Et la tactique, c'est là où ça peut être revu en permanence, mais il faut quand même que les choses soient écrites, au moins pour nous-mêmes, pour avoir une vision claire. Et la réponse qui n'est pas acceptable, c'est j'ai mon plan d'action dans ma tête, parce que du coup, on ne peut pas la communiquer ni à ses partenaires internes ou externes, banquiers, investisseurs, accélérateurs, etc. Donc, il faut vraiment que ce soit clair, et quitte à la revoir régulièrement, c'est perdre du temps pour en gagner. J'ai envie de dire, parce qu'une fois que c'est écrit, on a perdu un peu de temps à le formaliser, mais ça permet d'avancer d'autant plus vite par la suite. Donc ça, c'est vraiment les 5 points clés sur lesquels il va falloir travailler pour avoir un plan d'action commerciale qui tienne la route. Alors, les offres adaptées, déjà, pareil, il y a un webinaire sur les offres qui va sortir en début d'année, mais avoir des offres adaptées, il y a 3 points clés, ce qu'on appelle la technique des 3 C. Client, concurrent et en fait commercialisable. Déjà, client, est-ce qu'on répond à un besoin et à une attente? Alors, je fais le distinguo entre les deux, et là-dessus, je peux en parler pendant très longtemps. Le besoin, c'est ce que va exprimer le client. L'attente, c'est ce qu'il ne va pas exprimer parce que soit il ne veut pas le dire, soit il n'en a pas conscience. Et en fait, on achète toujours sur une attente. Et alors, bien sûr, il faut que ça réponde aux besoins. Mais tout le monde, il y a plusieurs concurrents directs et indirects qui vont pouvoir répondre aux besoins. Et ce qui va faire la différence du choix, ça va être l'attente. Et l'exemple typique, c'est l'immobilier, en particulier en professionnel. Tout le monde va décrire parfaitement son besoin. Je veux une maison spacieuse avec vue mer, 3 pièces orientées sud. Et dans les faits, quand on regarde ce que les gens achètent, très souvent, elle n'est pas forcément spacieuse, elle n'est pas forcément lumineuse et elle n'est pas forcément orientée sud. Par contre, en effet, il y aura 3 pièces, elle sera située à côté des commerces, etc. Et quand on interroge les gens sur ce qui a fait leurs critères de décision, et c'est valable en B2B, c'est souvent j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour le lieu, j'ai eu un coup de cœur pour l'emplacement, il y a plein de choses. Et en creusant, c'est là où souvent il y a plein de choses qui n'ont jamais été formalisées qui ressortent. Et c'est valable en fait sur quasiment tout. La complexité en B2B, et surtout dans des groupes comme Thales, c'est que parfois on va avoir 5 ou 6 interlocuteurs en face de nous qui auront le même besoin. Mais ils auront tous une attente qui sera différente. Un acheteur, son attente, ça va être de trouver un bon fournisseur et qui ne va pas le mettre en danger lui au niveau de son poste. Un dirigeant, son attente va être différente d'un dirigeant à un autre, mais ça peut être, par exemple, que ça lui apporte une notion d'économie ou de faire progresser son chiffre d'affaires. Et surtout qu'il n'ait pas à s'occuper, entre guillemets, d'un prestataire externe, que ce soit totalement transparent. Pour un directeur commercial, ça va être quelqu'un sur qui il peut compter, mais surtout que la réussite, en tout cas, lui appartienne et que ça ne soit pas la personne à l'externe. Donc c'est là où ça va être extrêmement variable et c'est ça qu'il faut découvrir. Et c'est à partir de là, vous allez pouvoir construire aussi des actions commerciales pour répondre à ces attentes-là et communiquer sur ces attentes. Par rapport à la concurrence, bien sûr, il faut être innovant et différenciant. Donc là, il y a un super bouquin de Seth Godin qui s'appelle La vache pourpre,
Et c'est justement être en capacité de se différencier des autres. Alors, et c'est tout le sujet entre la valeur réelle et la valeur perçue. Or, des prospects vont acheter quelque chose sur la valeur perçue et non pas forcément sur la valeur réelle. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut absolument travailler sur cette valeur perçue. Mais il ne faut pas qu'il y ait un trop gros gap entre la valeur perçue et la valeur réelle, sinon on va créer de la déception et on ne va pas arriver à fidéliser beaucoup plus difficilement. Et enfin, commercialisable, parce que il faut avoir la capacité de le vendre. Capacité de le vendre, là j'entends, ça regroupe beaucoup de sujets. Capacité en termes sectoriels, quand on va vendre des caisses automatiques à des restaurateurs en période de confinement, c'est compliqué. Ou capacité, par exemple, de réseau. On veut vendre à des grands groupes au CAC 40, mais si on n'a pas de réseau parmi ce CAC 40, ça va être compliqué. Donc, il va falloir faire appel à des compétences externes ou recruter quelqu'un pour aider à la vente, en tout cas, et à prendre contact avec ces gens-là. Et bien sûr, envie de le vendre, c'est un basique, mais quand on est dirigeant ou quand on a innové, bien sûr qu'on a envie de le vendre. Par contre, quand on recrute des équipes, il faut s'assurer que ces personnes aient envie de le vendre aussi, sinon ça ne marchera pas. Des commerciaux qui vont à reculons, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est des points là, sur ces 3C qu'il faut cocher toutes les cases avant d'aller vendre quelque chose. S'il manque un des points, c'est pas impossible, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est sur la facilité de vente, c'est une des grilles d'analyse que je vous recommande en tout cas de regarder. Alors, savoir se fixer des objectifs. Alors, il y a la méthode du SMART F qui a été modernisée. Alors, Sun Tzu, qui est donc c'est un général chinois qui a travaillé sur l'art de la guerre, et je recommande à tout le monde de lire cet ouvrage-là, plutôt sur la version originale. Alors, c'est sous forme de poème, mais c'est hyper intéressant. Et ce qu'il explique, c'est que tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Et c'est exactement ça. Il faut passer vraiment beaucoup de temps à bien préparer ses actions. Et ça, souvent, quand on voit une boîte qui marche, on voit tout le process qui a été mis en place et ça paraît facile, mais il faut se dire que c'est beaucoup de temps en amont de préparation. Alors après, il ne faut pas non plus aller à l'extrême de ne jamais bouger et de passer que son temps à préparer. Il y a un moment, il faut aller aussi au contact de son marché. Donc, il y a quand même un juste équilibre à avoir. Donc, il y a du coup 7 critères autour du SMART-F. Bien sûr, il faut que ce soit spécifique. Alors, dans le spécifique, il faut que ce soit compréhensible par les collaborateurs internes et externes à l'action. Et il faut que ce soit facilement explicable. Si l'action est trop complexe, ça ne marchera pas. Donc, il faut que toute l'action puisse être compréhensible par tout le monde. Et là, moi, ce que j'invite, c'est à le présenter, en tout cas votre mode d'acquisition et votre action, en tout cas votre plan d'action, à des néophytes qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et s'ils sont capables de le comprendre, c'est que vous êtes bon. Mesurable, et ça c'est indispensable, vous devez tout mesurer aujourd'hui. On est en train de passer, et c'est un mouvement de fond depuis 10 ans, mais qui est vraiment en train de s'accélérer, du commercial un peu à la Jean-Claude Convenant à un commercial scientifique où on va mesurer tous les indicateurs de performance. L'objectif étant pas de fliquer, c'est de comprendre où est-ce qu'on a des freins. Est-ce que c'est sur le nombre d'appels? Je vais prendre un cas simple sur la prospection téléphonique. Est-ce que c'est sur le nombre d'appels qu'on passe et l'accessibilité de nos prospects? Est-ce que c'est sur les rendez-vous qu'on fait? On voit qu'on ne fait jamais de proposition à l'issue d'un rendez-vous, donc c'est peut-être la proposition de valeur ou la qualité en tout cas de la présentation qu'on peut effectuer. Est-ce que c'est sur les APN de vie, sur la signature? Donc on a peut-être un problème de modèle économique, etc. Donc ça permet de poser et de comprendre des choses qu'on n'a pas forcément vues. Donc, il faut absolument avoir tout un ensemble d'indicateurs de performance qui soient posés et contrôlables rapidement. Donc là aussi, l'automatisation va être indispensable et il y a pléthore d'outils pour travailler autour de ça. Inconvénient, ça a un coût. Aujourd'hui, c'est là où rien n'est gratuit. Je vais prendre 2 exemples. Un CRM, ça va vous coûter 30 € par mois à 750 € par mois, même plus. Et un outil de tracking des appels, comme AirCall par exemple, qui permet d'avoir des lignes fixes dématérialisées. Ça permet aussi de faire un reporting automatique. Mais c'est 50 €, enfin c'est 56 € par mois. Donc c'est aussi un coût supplémentaire. Donc tout ça, il faut en avoir conscience parce que ça fait partie de vos coûts d'acquisition. Et souvent, dans le coût d'acquisition, on se concentre uniquement sur le coût d'acquisition de la publicité et pas sur tout le reste, les coûts annexes, y compris le temps que vous allez passer. Alors, il faut qu'il soit, le 3e point, c'est ambitieux et atteignable. Donc, par vous et par vos collaborateurs, ça reste
indispensable. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez viser suffisamment haut pour avoir envie d'avancer, que ce soit motivant, mais en même temps, il faut que ce soit réaliste. Alors, après, il y a une grande maxime dans l'univers startup et que je trouve assez vrai, hein, c'est viser la Lune, vous atteindrez au moins l'espace. Et pour le coup, ça marche quand même bien. Alors après, il ne faut pas non plus se fixer des objectifs délirants en termes de temps et de laps de temps. Parce que là, ça peut avoir un effet démotivant si on n'y arrive pas. Réaliste, donc c'est là où on en vient. Il faut que ça puisse tenir en tout cas et que tout le monde vous dise non, mais voilà, il faut que ce soit. Va falloir la bonne remarque, c'est wow, c'est ambitieux, va falloir s'arracher pour y arriver. Donc là, pour moi, c'est signe que c'est réaliste, ambitieux, mais réaliste. Alors par contre, si on vous dit c'est totalement infaisable, bon, va peut-être falloir revoir un peu vos objectifs. Temporel, ça aussi c'est indispensable. Moi, je vois beaucoup de business plans où quand on me présente les plans d'action, où on veut faire 1 million d'euros, mais sur combien de temps? Ah, ben on ne sait pas, 6 ou 18 mois, ok. Donc c'est 6 ou 18 mois, ou 12 mois, ou 3 ans, mais il faut que les choses soient clairement affichées. Il ne faut pas avoir peur de dire aussi, dans ce temporel, ben, on est en retard sur notre objectif par rapport à un moment clé, mais c'est aussi voir quelles sont les actions correctives qu'on peut mettre en place de manière à atteindre cette notion temporelle. Et en fait, pour motiver les équipes et aussi dans ce mouvement de changer le monde, il y a 2 autres notions aujourd'hui. L'environnemental. Alors, environnemental, ça regroupe 2 sujets. Au sens propre du terme, si vos objectifs peuvent amener une plus-value à l'environnement de manière générale, c'est top. Mais il y a aussi, il faut que ça puisse apporter une plus-value à votre écosystème en termes sur l'entreprise, les partenaires, les fournisseurs, vos clients, etc. Donc, on peut le traiter des 2 points. Et vos collaborateurs, bien évidemment. Et ça, c'est un vrai facteur de motivation. Si la réalisation des objectifs, alors ça peut être par de la prime, par exemple, ça peut être par des opérations de team building que vous allez mener, etc., etc. Mais il faut absolument qu'il y ait cette notion de bienveillance environnementale ou d'écosystème. Le fun, bah, si possible, gamifier en tout cas la réussite des objectifs, ça c'est génial et ça marche quand même plutôt bien. Et là, la plupart des CRM aujourd'hui proposent ce système de gamification pour vos équipes ou pour vous-même. C'est bête, hein, mais quand on gagne un badge, quand on a atteint un nombre d'objectifs, ça joue sur notre cerveau et ça génère de la dopamine. D'ailleurs, les producteurs de jeux vidéo l'ont très bien compris. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, je vous recommande une super série qui s'appelle Dopamine. C'est un format très court de 3-4 minutes qui explique comment tout ça, ça fonctionne. Est-ce que déjà ça vous paraît clair sur cette notion d'objectif et de se fixer des objectifs? Oui. Oui. Alors, bon, comment on va créer ces objectifs? Parce que là, voilà, on est sur les points clés. Il y a 4 manières en fait de voir les choses. Première chose, c'est regarder son point mort. Ok, bah, quel est mon point mort en termes d'entrepreneuriat? Donc à quel moment je suis à l'équilibre? Ça peut être de dire bah, je vais créer un objectif pour arriver un peu au-dessus. C'est une vision. La deuxième, c'est mon objectif, ça va être en part de marché. Faut que j'arrive à prendre 15%. C'est un peu ambitieux. On va prendre 2% des parts de marché sur la première année. Ça va vous permettre aussi de modéliser, de commencer à poser des chiffres. Donc, c'est aussi une vision pour créer ces objectifs. Ça peut être aussi une évolution quand on a déjà un historique d'activité sur le chiffre d'affaires, sur la marge brute ou sur le résultat. Ou enfin, ça peut être de dire il nous faut une preuve de traction, donc c'est en nombre de clients qui ont payé. Donc là aussi, ça peut être une manière de construire ces objectifs quantitatifs. Ça peut être un mélange des 4. Et vous pouvez en fait modéliser vos objectifs de cette manière-là. Donc ça aussi, c'est important de savoir quel est, entre guillemets, votre macro-objectif et comment vous allez pouvoir vous le fixer. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes ambitions que vous allez mettre en place, ni les mêmes modes d'action. Alors, pour bien définir les moyens financiers dont on dispose, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, c'est de comment on peut aller chercher des fonds. Alors, ce n'est pas notre métier chez Imago, mais il y a les fonds propres, les banques, les investisseurs ou les ventes qu'on peut réaliser. À partir de là, ça va vous donner des moyens que vous allez pouvoir réinvestir pour pouvoir aller chercher de la croissance et des ventes. Et il y a toujours cette notion de réinvestissement qui va être essentielle. Plus vous allez investir sur votre développement commercial et marketing, plus vous allez générer de ventes.
l'art d'un bon DIRCO commercial marketing, ça va être d'optimiser ses budgets pour réduire le coût d'acquisition et bien sûr le cycle de vente aussi. Et vous allez investir dans 4 choses, enfin 4 grands items qui sont les outils. Donc comme on l'a vu, c'est essentiel pour mesurer les indicateurs, mais aussi pour améliorer sa performance. Les ressources humaines, alors les ressources humaines internes ou externes, les coûts directs, payer un restaurant à un prospect, un déplacement, c'est un coût direct ça pèse mine de rien. Quand il faut se déplacer à Thalès ou à Aix-en-Provence, je pense au pôle Pegasus, c'est un coût mine de rien, parce qu'il y a l'avion, il y a l'hôtel, il y a etc. Et enfin, dans tout ce qui est sponsorisé, donc c'est toute la communication sponsorisée, ça peut être les influenceurs, ça peut être les pubs, etc. Donc il y a plein de moyens d'aller chercher aujourd'hui du prospect, mais tout ça, ça a un coût. Donc il faut bien le modéliser, de savoir de quels moyens vous disposez et comment vous allez pouvoir les allouer. Alors, du coup, si on revient, il y a 2 grands moyens aujourd'hui de générer des ventes. Et déjà, dans votre stratégie et pour préparer votre tactique, c'est où est-ce que je vais mettre un effort. Donc, il y a l'inbound marketing et l'outbound. Globalement, c'est les deux grands moyens. Alors, nous, chez Imago, on a une vision, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment des entreprises, des offres, des interlocuteurs, des cibles et même du moment. Donc, c'est de mêler l'inbound et l'outbound. Certains, on va faire plus d'inbound, d'autres plus d'outbound. Et c'est toujours d'aller chercher le meilleur moyen de plugger ces deux moyens d'acquisition. L'inbound, on va générer plein de contacts non filtrés sur le site internet, sur notre CRM. Et l'objectif, c'est d'appliquer un filtre, donc un segment de marché suffisamment intéressant. Et c'est ces gens-là qu'on va aller contacter et les transformer de lead marketing en contacts commerciaux. L'outbound, donc inbound, on fait venir les gens à nous. L'outbound, c'est l'inverse, c'est qu'on va aller chercher. Donc là, on va prospecter, donc ça peut être aussi par plein de canaux, téléphone, mail, LinkedIn. LinkedIn est un bon exemple, on peut faire de l'inbound et de l'outbound avec. Le téléphone aussi, j'en reparlerai juste après. Donc ça, c'est de bien définir ses segments de marché et de prendre par exemple son téléphone et de contacter une à une des personnes, de les identifier pour générer un contact commercial. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes coûts. L'inbound marketing, ça va coûter assez cher pour que ce soit rentable. Par contre, la scalabilité est forte. Une fois que les process sont mis en place et que ça fonctionne, ça permet d'être fortement scalable. Mais les retours, on va mettre 18 mois à avoir un retour sur investissement par rapport à tout ce qu'on aura dépensé en termes de temps, d'énergie et de coûts financiers. L'outbound, c'est moins scalable parce que forcément, il faut de l'humain. Par contre, ça permet d'avoir un retour sur investissement en 6-12 mois et les moyens financiers sont un peu moins importants pour atteindre un retour sur investissement. Donc, c'est là où je dis qu'il n'y a pas de la meilleure solution. Chacune a un avantage et un inconvénient. Moi, j'ai une question en fait sur Bien sûr. alors du coup, là, c'est noté qu'au niveau des marchés prioritaires, on tape du coup sur nos segments de marché marketing. Et donc, ma question, c'est quoi la différence entre un segment de marché marketing et un segment de marché commercial? Alors, il y a 3 types de segmentation de marché aujourd'hui qui existent. La segmentation stratégique, donc en fait, souvent, c'est ce qu'on définit, c'est B2B, B2C, grand compte, PME, aéronautique. Voilà, on est sur quelque chose de très macro. Ça permet en fait d'aller modéliser son marché et d'aller récupérer des premières informations marché. Donc, c'est quand même super important. La deuxième notion, c'est les segments de marché marketing. Donc, on descend un peu plus bas et on va travailler autour de 4 critères qui sont les offres, les interlocuteurs, les points de douleur, et j'en ai oublié un, et bien sûr le marché stratégique de base. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller définir un interlocuteur. Dans l'exemple, c'est je vends un système d'optimisation de code à destination de l'industrie aéronautique et je vais viser le DSI parce qu'il a une problématique de coût. Il cherche à mieux contrôler ses coûts de développeur. Okay. Voilà. Et là, on a un segment de marché marketing et ça permet de préparer les personas. Donc, les personas, c'est la phase d'après où on va comprendre les habitudes et la compréhension des points de frustration du DSI, qui serait par exemple le DSI à la pression de ses hiérarchiques pour mieux contrôler ses coûts et avoir une infrastructure qui fonctionne.
Et dans ses habitudes, il est plutôt disponible le jeudi matin parce qu'il va faire ses points le vendredi matin et le mercredi. Donc, c'est là où il va avoir de l'information intéressante à donner. La dernière partie, ce sont les segments de marché commerciaux, en effet, vous l'avez très justement dit. Et là, on va regarder la rentabilité de chaque segment de marché marketing. Et ça permet de faire des go-no-go. Donc, ça veut dire de dire, ce segment de marché-là, je ne vais pas le traiter parce qu'en fait, il va me prendre beaucoup de temps. Donc, par exemple, un utilisateur est un segment de marché marketing. Et de dire, je ne vais pas les traiter parce que le fait de travailler avec eux, ça va me prendre beaucoup de temps et ça fait augmenter mon coût d'acquisition. Ou alors, et ça vous permet de mettre en place aussi des politiques de SAV, par exemple dans les banques. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous avez la chance d'avoir un conseiller patrimonial, il va se déplacer chez vous pour vous faire du conseil, parce qu'on est très rentable pour la banque. Mais le commun des mortels, on va se rendre en agence parce que, ou alors on aura un accès à Internet ou une plateforme d'appel parce qu'on est peu rentable ou moyennement rentable. Donc c'est ça qui va définir aussi la structure du SAV. Si on vous propose un FAQ sur un site Internet où vous êtes client, c'est que vous êtes faiblement rentable. Si on vous propose un conseiller qui vous est dédié, c'est que vous êtes fortement rentable. Ok. Voilà. Et sur des appels d'offres, c'est de dire, on ne répond pas à tel type d'appel d'offres parce qu'on sait que ce segment-là est très pénible, par exemple, et en termes de déploiement, on va mettre 3 ou 4 ans à atteindre une rentabilité. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ok, merci. Mais de rien. C'est vrai que je n'avais pas prévu d'aborder les segments de marché aujourd'hui, et pourtant, je l'aborde quasiment à chaque webinaire. Alors, donc, du coup, il y a plein de manières de modéliser son action commerciale. Et ce que je dis toujours, c'est de la modéliser autour des tunnels de vente. Alors là, j'en donne un en exemple. Je ne parle pas d'AIDA, mais il y a le tunnel ARC qui est plutôt sur les business models web, ou sur le gros hacking qui fonctionne bien sur des tests marchés. Et le tunnel AIDA qui est plutôt sur l'aspect un peu traditionnel. Mais pourquoi? C'est que ça vous permet de penser vos actions autrement et de modéliser chacune des étapes de vos actions. Donc le modèle AR, c'est on va d'abord faire de l'acquisition pour générer du trafic sur son site internet. L'activation, on va convertir ce trafic en personnes intéressées. La rétention, on va le fidéliser, on va le faire revenir. Alors les deux points suivants peuvent être inversés suivant comment on le voit, mais on va le convertir, ce prospect, on va faire un appel à l'action pour le convertir en client. Et enfin, après, on va se débrouiller pour qu'il devienne, en tout cas, un prescripteur et un ambassadeur de notre marque. Donc ça, c'est des tunnels qui fonctionnent bien. Il faut que vous mettiez un canal ou une étape et bien subdiviser vos étapes. Et ça, c'est indispensable de faire ce travail-là de modélisation parce que c'est ce qui va vous permettre de mettre en place des indicateurs à chacune des étapes. Si vous ne le subdivisez pas, vous n'aurez pas les indicateurs en face. Et même, par exemple, sur un business un peu traditionnel, donc je construis une base de données, je passe un premier appel, je fais une relance, je fais un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, une proposition, et un troisième rendez-vous de soumission de la proposition, une relance, une signature. Au final, vous le modélisez et après, par la suite, une demande de recommandation après quelques mois, une fois qu'on a commencé à travailler ensemble. Là, on est en train de modéliser un tunnel de vente. Et là, à chaque étape, vous pouvez voir quels sont vos taux de déperdition et en fait, là où vous êtes bon et là où vous n'êtes pas bon. Et ça, c'est indispensable. Et surtout, dans votre cas, quand on passe d'un mode POC gratuit à un mode POC payant, d'aller chercher ces nouveaux prospects, c'est hyper intéressant parce que vous allez tout de suite voir très rapidement, en quelques semaines, où est-ce que ça bloque. Alors, les canaux, je vais passer rapidement dessus, mais c'est pour vous montrer la grande diversité des canaux et c'est pas exhaustif, mais il y en a déjà pas mal que vous allez pouvoir utiliser. Donc, on peut parler du référencement naturel, du référencement payant, du livre blanc si vous vendez de l'expertise, l'approche directe sur la prospection directe, ça marche bien, les workshops, les ateliers, les webinars, les salons. Alors, les salons, bon, en ce moment, c'est pas forcément le meilleur canal d'acquisition. Voilà, donc il y a plein de choses qui existent. Ce qu'il faut faire attention, alors pareil, dans le schéma que je présente là, attention, c'est à titre d'exemple, un workshop, on peut très bien s'en servir ou un webinar en acquisition, on est d'accord, ou même en transformation. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui est utilisable. Et par exemple, dans la partie revenu, transformation du prospect, c'est déjà le tracking des propositions commerciales. Moi, c'est un truc que je recommande fortement, surtout quand on va travailler avec des grands groupes. Est-ce qu'ils ont regardé les documents que vous leur avez envoyés? Thales, même si j'ai déjà eu des relations où ils sont super sympas, il y a des fois on leur envoie des documents, ils sont tellement débordés qu'ils vont dire oui, on a regardé, sauf que ça n'a jamais été lu. Et en fait, on va les relancer 10, 15, 20, 30 fois
pour au final se rendre compte qu'ils n'ont jamais consulté le document. Donc j'ai envie de dire, il faut passer à quelqu'un d'autre et il faut avancer. Et là, ça fait mal au cœur, surtout quand on démarre une activité, de se dire, ah bah non, je clôt ce prospect-là auquel j'y croyais, j'avais envie d'y croire pour passer au prochain. Bah, il faut être en capacité justement de rebondir et d'avancer. Et l'art d'un bon commercial ou d'un directeur commercial, ça va être justement de passer rapidement à quelqu'un d'autre en disant bah, ok, affaire perdue, next, et on avance jusqu'à trouver les bons clients. Donc surtout ne pas poursuivre des lapins blancs que vous n'attraperez jamais. Et ça, c'est une vraie cause de fermeture de start-up parce qu'en fait, ils ont couru après les mauvais lièvres pendant 2-3 ans et ils se retrouvent à court de trésorerie. Alors, du coup, comment modéliser toutes ces actions? Donc là, alors, je vous ai parlé de la modélisation du plan autour d'un tunnel de vente. Je vous montrerai un exemple rapidement par la suite. Mais déjà, c'est pour calculer tous les coûts que ça va générer, c'est intéressant de le mettre dans un tableau récapitulatif. Donc ce tableau récapitulatif, c'est assez simple. C'est quel segment de marché j'aborde, quel est l'objectif. Donc, parce que les objectifs, vous allez les découper partie par partie. Et ça vous permet aussi de voir est-ce que vous êtes dans vos objectifs ou pas. Et là, ça vous permet de les revoir au fur et à mesure pour être dans quelque chose qui est réaliste. Donc, quel est l'objectif partie par partie? Quels moyens financiers je mets sur la table? Par exemple, je vais faire de la publicité Facebook ou de la publicité sur LinkedIn. Qu'est-ce que je mets de manière mensuelle sur la table pour pouvoir faire de l'acquisition? Quels sont les résultats attendus en termes de vente? Parce que c'est pareil, ça c'est ou en termes de nombre de prospects, ou en termes de nombre de visites. Il y a l'objectif théorique et il y a le résultat attendu, parce qu'il peut être un peu différent de l'objectif. Quelles sont les ressources humaines que je vais mettre sur le dossier? Est-ce que j'ai la capacité humaine de mener ce type de projet-là? Là, j'ai un exemple typique, par exemple, avec une structure où, en fait, on avait envie de mener un super projet. Et quand j'ai commencé à poser justement l'ensemble de ce tunnel de vente, ils se sont rendus compte que ça ne va pas être possible parce qu'on ne peut pas mettre autant de temps, en fait, sur ce projet-là. Donc, ça permet tout de suite de voir et de ne pas se surcharger, de voir le temps que ça va prendre. Donc, quels sont les indicateurs de performance que je vais pouvoir mettre en place à chaque étape? Et enfin, quelle est la modalité de reporting? Surtout, alors, quand on est seul, ça va, mais quand on a des équipes, ne serait-ce qu'une personne, c'est de se mettre d'accord sur la modalité de reporting. Est-ce que c'est un fichier Excel? Est-ce que c'est sur un CRM? Est-ce que c'est sur un logiciel tiers? Etc., etc., etc. Donc, ces plans d'action peuvent être annuels, semestriels, trimestriels, quotidiens. Il n'y a pas de règle. Là, c'est vraiment en fonction de votre manière de faire. Moi, j'ai tendance à dire de faire un plan d'action annuel et de le subdiviser mois par mois sur une roadmap. Ça a du sens et ça permet vraiment de pouvoir travailler de manière opérationnelle.